Bonjour à toutes et à tous, écoutez, bienvenue sur cette vidéo dont le thème sera la méthode PARA donc de Tiago Forte, puisque j'ai eu quelques petites questions pour connaître un peu comment fonctionne cette méthode de manière générale. Je vais vous expliquer tout ça tout simplement. Donc en fait, le pourquoi cette méthode existe, de ce qu'il explique, en fait, c'est que dans le monde actuel où on est, l'information est vraiment abondante, elle est à notre portée, on est envahi et bien souvent, on a du mal à voir comment on peut s'organiser en fait efficacement dans cette masse de données. Et du coup, c'est vraiment devenu un enjeu majeur aujourd'hui quand on veut être productif et ne pas s'éparpiller. Donc du coup, c'est vraiment dans ce contexte de surinformation que Tiago Forte a développé la méthode PARA. Donc Tiago Forte, c'est vraiment un expert qui est reconnu dans le domaine de la productivité et de la gestion de l'information. Donc en fait, PARA, c'est un acronyme donc pour 4 catégories en fait. Donc le P, c'est pour projet, le A, c'est pour R de responsabilité, le R, c'est ressources et le A, c'est archives. Euh, cette méthode, en gros, elle a été conçue pour aider les individus et les professionnels à naviguer euh, dans le flot vraiment incessant d'informations pour les aider à organiser leurs tâches, leurs projets, souvent qui sont juste le cran au-dessus, et puis leurs connaissances, puisque pareil, hein, on se forme, il y a des podcasts, il y a des notes, on en a dans tous les sens. Pour vraiment être structuré et avoir tout ça qui est accessible, parce que souvent c'est un peu le problème, on sait qu'on a ça quelque part, on a une information super importante qu'on a notée, et puis en fait on la cherche et on ne la trouve pas. Sa méthode PARA, c'est vraiment pour nous aider à naviguer dans tout ça en fait, puisque souvent on passe d'une tâche à un projet à une ressource et il faut vraiment avoir quelque chose de très carré pour ne pas se perdre. Euh, L'origine de Para, de mémoire, remonte vraiment à des recherches et des expériences personnelles de la part de Tiago Forte. Donc c'est vraiment sa propre méthode. C'est pas quelque chose qu'il a vu ailleurs. C'est une méthode que lui a créée parce que c'était un besoin en fait qu'il avait vraiment pour organiser son information, et surtout il avait beaucoup de mal à prendre ses décisions et à passer à l'action. Il avait essayé plein de méthodes et du coup il s'est dit il n'y a rien qui me va. Je vais créer ma propre méthode parce que j'ai besoin de quelque chose qui m'aide à prendre mes décisions et à agir. Et à ne pas être noyé dans ce flux d'informations permanente. Le but, c'est vraiment, dans cette méthode, il faut l'avoir en tête, c'est de transformer l'information en action. Il y a vraiment ces deux pôles-là. Et le but, c'est de s'assurer en fait que chaque élément d'information, donc il est bien stocké, il est surtout accessible, de manière en fait à soutenir nos objectifs, nos activités en cours, pour prendre les bonnes décisions et agir en conséquence. Donc c'est vraiment ça la méthode PARA. Euh, Quand on y regarde, elle est assez flexible et adaptable. J'en parlerai un petit peu plus tard quand même sur les avantages, inconvénients, parce que je voudrais quand même y revenir, parce que c'est l'image ce qu'on entend souvent, c'est flexible et adaptable, mais quand même. Donc ça, j'y reviendrai après, parce qu'il y a quand même des inconvénients. Contrairement à d'autres systèmes de gestion, effectivement, qui sont des fois très rigides, très complexes, Para a en effet un cadre qui est quand même assez simple et puissant, et qui sont adaptables justement aux différents outils numériques que vous pourriez avoir, que ce soit effectivement Notion, que ce soit Evernote, que ce soit une Dropbox, Google Drive, etc. Dès le moment où c'est un outil numérique, normalement Para peut venir s'insérer dans tout ça. Et même par rapport à un style de travail que vous auriez normalement, c'est censé être adaptable. Para peut vous aider normalement à gérer des projets professionnels, personnels, même si vous êtes en train d'étudier, si vous êtes salarié, normalement c'est une méthode qui peut s'adapter à ce que vous faites, puisqu'elle fournit effectivement une structure pour organiser et prioriser ses tâches, et vraiment utiliser les bonnes infos au bon moment pour agir et atteindre ses objectifs. En gros, je pense que
je pense que c'est tout ce que je peux déjà vous dire comme introduction. Et donc je vous redonne à nouveau la signification donc, de l'acronyme PARA. Donc P pour projet, A pour R de responsabilité, le R pour ressources et le dernier A c'est archive tout simplement. Moi ce que je vous propose, ce que j'ai prévu, donc déjà j'ai prévu en gros de vous parler en 3 parties. La première c'est vraiment les fondements de la méthode PARA, donc les principes de base. On va voir les 4 catégories une par une. Ensuite en deuxième partie on va voir vraiment la mise en pratique de PARA, donc que ça soit justement en organisation numérique et puis en gestion du temps et des priorités. Et la dernière partie, c'est ce que je vous disais, on va vraiment regarder les avantages et les limites. Parce que oui, il y a des avantages, mais il y a également des limites qu'il faut absolument connaître. Donc voilà ce qu'on va un petit peu balayer ensemble dans cette vidéo. Donc écoutez, commençons donc par les fondements donc, de PARA. Donc comme je vous le disais, vraiment les principes de base, c'est que cette méthode repose sur des principes fondamentaux qui visent à optimiser la gestion de l'information et des tâches. C'est vraiment les 2 piliers. Donc ces principes sont vraiment essentiels pour comprendre comment et pourquoi cette méthode fonctionne, d'accord ? Donc déjà, il y a cette partie organisation centrée sur l'action. L'objectif principal de PARA, c'est vraiment de transformer l'information en action, comme je vous disais tout à l'heure. Chaque élément d'information que vous allez organiser est là pour vous aider, pour faciliter votre prise de décision et l'exécution de vos tâches. Donc cette approche effectivement contraste un petit peu avec les méthodes traditionnelles de gestion de l'information qui se concentrent souvent sur un stockage passif de la donnée. C'est-à-dire qu'en fait on stocke l'information au cas où si un jour on avait besoin, alors qu'en fait la méthode PARA c'est je stocke de l'information qui est là pour faciliter ma prise de décision et les tâches que je suis en train de faire. Si je croise une information qui n'a rien à voir avec un projet, une tâche ou un de mes objectifs, je ne la stocke pas. C'est là en fait où ça peut nous simplifier la vie. Il faut vraiment comprendre ça. On se concentre sur un stockage d'informations qui sert à nos prises de décision et à l'exécution de nos tâches par rapport à nos objectifs actuels. Donc pas de stockage passif de la donnée. Ensuite, PARA, c'est aussi vraiment la simplicité et l'accessibilité. Vraiment, ce que prône Tiago Forte, c'est une structure simple et intuitive dans votre système d'information. C'est pour ça qu'en fait, il se limite aux fameuses 4 catégories qu'on va revoir après. Il y a 4 catégories principales, ce qui évite du coup d'avoir un système trop complexe et qui rend souvent l'information inaccessible, alors que effectivement 4 catégories principales, on sait exactement où on a rangé les choses. Et souvent, quand on a beaucoup de sphères de vie, c'est quelque chose qui peut nous aider justement parce que l'information sera très facilement accessible et cette simplicité elle est vraiment cruciale pour réduire la résistance à l'organisation. Si vous êtes quelqu'un qui a du mal à s'organiser, ça peut être une méthode qui est faite pour vous parce qu'elle va vraiment réduire cette résistance à l'organisation et ça va vous encourager à une utilisation régulière du système. Donc ça peut être très intéressant. Un autre point, ça va être la flexibilité et l'adaptabilité, comme je vous disais. Donc contrairement à d'autres systèmes ultra rigides, PARA a vraiment été conçu pour être flexible et adaptable et normalement il est censé s'adapter à peu près tous les besoins et les contextes qu'on peut avoir, que ça soit professionnel, personnel, que vous soyez étudiant, salarié. Normalement on peut adapter, ajuster PARA pour répondre vraiment à nos exigences spécifiques et qui sont souvent complètement personnelles et individuelles. Donc c'est ce qu'on verra quand on regardera les 4 catégories justement. Mais vous allez voir que normalement, vous devez, vous en tant qu'individu spécifique avec vos propres besoins, vous y retrouver. Un des autres points vraiment de base, c'est l'évolution et le dynamisme en fait de cette méthode. Vous allez voir en fait que quand on va voir les 4 catégories, ce ne sont pas 4 catégories statiques. Elles évoluent vraiment en fonction des changements
que ça soit dans vos projets, dans vos intérêts, dans vos responsabilités. Et justement, on va voir comment. Et c'est cette dynamique justement qui va vous assurer que vous avez un système qui reste pertinent, qui reste à jour, qui reflète vos priorités et qui justement va vous permettre de continuer à l'utiliser et de pas après mettre en place quelque chose et de le laisser dans un coin. Donc ça, c'est vraiment un point important. Un autre point, c'est qu'il va vous aider dans votre priorisation et dans la clarté de ce que vous avez à faire, puisque un des points majeurs, c'est de séparer vraiment les projets actifs des responsabilités à long terme. Vous allez, pareil, séparer votre information, vos ressources actuelles des archives, c'est-à-dire des infos qui ne vous serviront pas et qui deviennent passives, donc pour les sortir de votre champ visuel. Et du coup, en ça, Para va vraiment vous aider à clarifier du coup vos priorités, à vous concentrer sur ce qui est immédiatement important pour vous. Cette clarté est vraiment essentielle pour une gestion efficace du temps et des ressources. D'accord ? Ensuite, dernier point, est-ce que j'ai un dernier point ? Non, c'était le dernier point. Donc, en résumé, si on voit vraiment les bases, les principes de base de Para, c'est vraiment que cette méthode a été conçue pour mettre l'accent sur l'action, sur la simplicité, sur la flexibilité, sur l'évolution de tout ce que vous faites et sur la priorisation. Et ces principes, ça fonde vraiment le socle sur lequel repose toute l'efficacité de la méthode d'organisation. Et en adoptant ces principes, du coup, les utilisateurs de Para peuvent vraiment espérer une amélioration notable de leur productivité et surtout de leur capacité à gérer l'information de manière efficace, puisque vous vous souvenez, le but c'est d'avoir de l'information et de la transformer en action, et pas d'avoir de l'information passive, d'accord ? Donc, on en vient à la deuxième partie dont je voulais vous parler, qui était les 4 catégories de Para. Donc, vous vous souvenez, je vous ai dit 4 catégories, puisque c'est un acronyme, donc les projets, les aires de responsabilité, les ressources et les archives. Et du coup, chacune ayant un rôle vraiment spécifique dans la gestion de l'information et de vos tâches. Donc en gros, on va les prendre un par un, ça sera beaucoup plus simple. Donc tout ce qui est projet, alors souvent c'est un mot que j'aime pas parce que ça veut tout et rien dire et on n'est jamais souvent très clair dans ce qu'on met dans projet. Donc je voulais vous donner une définition. Donc un projet, on va le définir tout simplement en fait comme une série de tâches qui va être liée par un objectif commun et une échéance commune, d'accord ? Ça c'est un projet. Une série de tâches qui sont liées par un objectif et une échéance commune. Donc cela peut inclure tout, hein, ça peut être des objectifs professionnels ou personnels, bien évidemment, mais ça va être ça un projet, d'accord ? Un projet, un objectif commun, échéance commune. Donc souvent, les projets sont temporaires et ont des objectifs spécifiques à atteindre dans un délai spécifique. C'est en ça que c'est un projet. Un projet est temporaire, d'accord ? Ça, c'est important pour comprendre justement la différence avec l'ère de responsabilité. Un projet est temporaire, souvent une priorité immédiate à court ou moyen terme, et ça va nécessiter de votre part une attention qui est régulière, justement pour mener à bien ce projet dans les délais qui sont impartis, d'accord ? Et chaque projet, justement, au niveau de la gestion, va avoir sa propre organisation et sa manière d'être géré, justement avec des tâches et des procédures qui vont être très spécifiques au projet, d'accord ? Ce qui différencie justement du premier A, qui sont les aires de responsabilité. Donc justement, la définition d'une aire de responsabilité, en fait, c'est soit un engagement, soit un rôle qui est continu et qui n'ont pas de fin définie, d'accord ? Donc c'est une responsabilité en gros. Une aire de responsabilité, c'est une casquette que vous avez à l'année et que vous devez travailler régulièrement. Donc justement, au niveau des caractéristiques, contrairement au projet, ces aires de responsabilité sont vraiment maintenues sur le long terme, c'est-à-dire qu'en gros, sur 12 mois, vous travaillez pendant 12 mois sur cette aire de responsabilité. Même si elles évoluent un peu avec le temps,
c'est quelque chose où vous allez avoir un travail qui est très régulier et un effort régulier sur le long terme, d'accord? Et en termes de gestion, vous vous souvenez, chaque projet avait sa propre organisation, ce qui fait que si vous avez 4 projets, vous pouvez avoir 4 procédures, 4 choses différentes à faire, alors que c'est une aire de responsabilité. Donc par exemple, une aire de responsabilité, ça peut être rester en santé. Donc votre santé est une aire de responsabilité, ce qui fait que pendant 12 mois, vous allez la travailler, ça va peut-être évoluer avec le temps, mais vos efforts vont être réguliers et maintenus toute l'année pour travailler votre santé. Ça va nécessiter justement au niveau de la gestion, c'est ça qui va être différent par rapport au projet, ça va nécessiter du coup de réviser et de mettre à jour régulièrement ce que vous allez faire pour vous assurer que vous restez aligné dans vos objectifs personnels ou professionnels. Puisque forcément, quand vous travaillez votre santé, vous avez un objectif à long terme, mais qui va passer par plein de petits paliers. Donc c'est pour ça que vous allez réviser et mettre à jour plein de choses régulièrement à l'année quand vous êtes dans votre ère de responsabilité. D'accord ? Ensuite, le R de para. Donc ce sont les ressources. Donc la définition d'une ressource. Donc en fait, ce sont des collections d'informations et de connaissances thématiques. Vous vous souvenez qu'ils ne sont pas passifs, mais qui vont venir soutenir vos projets et vos aires de responsabilité. Si ces informations ne sont pas liées à un projet ou à une aire de responsabilité, elles n'ont rien à faire dans vos ressources. On va voir ce qu'on en fera après tout à l'heure, mais ça n'a rien à faire dans vos ressources. Les caractéristiques donc de ces ressources. Donc comme je vous le disais, ça peut inclure plein de choses. Ça peut être des articles de presse, des articles de blog, des livres, des notes de cours, des références professionnelles. Ça peut être un podcast, ça peut être plein de choses, des formations. Donc à vous de voir ce que vous allez mettre dans vos ressources et la manière de les gérer. Et bien c'est là où c'est important de les organiser de manière thématique pour avoir un accès à une récupération facile pour que ça serve bien justement vos projets et vos aires de responsabilité. Et la dernière lettre, donc le deuxième A pour archives, et bien justement les archives ce sont des éléments qui ne sont actuellement pas nécessaires pour gérer vos projets et vos aires de responsabilité actuelles. Donc vous les avez archivés et peut-être qu'effectivement vous pourrez à nouveau en avoir besoin plus tard, donc elles peuvent être utiles à l'avenir, d'accord. Donc souvent les caractéristiques ce sont des projets terminés, des ressources qui sont obsolètes, des documents historiques, tout ça, ça va aller en archive, d'accord. Et pour bien gérer ces archives, même si ça n'est pas activement utilisé, il faut quand même que ce soit géré, puisque le but c'est quand même de retrouver ces éléments archivés de manière à pouvoir les récupérer facilement si tout d'un coup vous en aviez besoin sur un nouveau projet ou que vous ayez une aire de responsabilité qui revienne au goût du jour. Donc ça c'est important. Une archive c'est pas je jette tout et puis de toute façon j'en aurai plus besoin. Non, ça doit rester quand même organisé pour pouvoir les récupérer facilement. Et pour les personnes tout à l'heure qui ont sursauté quand j'ai dit que si on croisait une information sur notre route qui n'a rien à voir avec un projet ou une aire de responsabilité, on ne la stockait pas, eh bien soyez rassurés, vous pouvez la stocker directement dans vos archives. Ce n'est pas une ressource actuelle, mais vous pourrez la retrouver pour plus tard s'il y avait besoin. Donc j'espère déjà que c'est plus clair au niveau des 4 catégories. Donc ces 4 catégories forment vraiment la structure de base de la méthode para. Et en les utilisant, on peut vraiment créer un vrai système d'organisation ou un système d'information qui va vraiment clarifier vos priorités et ça va vraiment faciliter l'accès à l'information et soutenir la gestion efficace de vos tâches et de vos projets. Il faut vraiment rester cohérent avec ces catégories parce que ça va vraiment vous permettre de naviguer plus facilement dans ce flot d'informations et de responsabilités quotidiennes qu'on peut avoir. Je crois que j'ai fait le tour de cette présentation sur les fondements de la méthode para. Donc du coup, écoutez, on va passer à la mise en pratique en fait. Comment on peut utiliser para au quotidien. Donc déjà, comme je vous le disais, oui, on peut utiliser para dans Notion, mais en fait, vous pouvez l'utiliser n'importe où. C'est-à-dire que même si vous avez encore une organisation papier en cahier, en bullet journal, Evernote, Notion, Airtable,
Monday, vraiment toute organisation numérique ou papier peut se baser sur la méthode PARA. La mise en pratique vraiment de la méthode PARA dans un environnement numérique est quand même beaucoup mieux, puisque effectivement on peut se servir de tags, de choses comme ça. Si vous allez sur papier, il faudra vraiment être très très clair avec vos rubriques, avoir des sommaires et être très très clair. Si vous êtes familier du bullet journal, de reporter, de rayer et de faire des points très très réguliers parce que c'est plus compliqué. L'environnement numérique pour PARA permet vraiment d'optimiser absolument tout, justement, notamment dans la gestion de l'information et des tâches. Et c'est beaucoup plus simple d'avoir des ressources et quand on n'en a plus besoin, de les archiver, ce qui est plus compliqué quand on est avec du papier. Donc du coup, comment on peut appliquer PARA dans un cadre numérique? Je vais me consacrer vraiment à ce cadre-là. Donc déjà, il faut choisir les bons outils numériques. Donc dans les applications ou les plateformes que vous allez choisir, il faut déjà qu'elles soient adaptées à vos besoins, mais il faut aussi avoir des outils qui permettent une organisation qui est flexible et du coup de pouvoir implémenter les catégories de PARA dans ces outils. Donc souvent quand même des outils qui sont vraiment adaptés, ça va être Evernote, Notion, un Google Drive, un Dropbox, Trello, Monday, tout ça, ce sont des outils qui peuvent être complètement adaptés pour PARA. Ensuite, vous devez créer des structures qui va intégrer les 4 catégories de PARA. Donc, vous pouvez établir vos dossiers, vos espaces de travail, du coup, qui vont être distincts pour chaque catégorie. Donc, projet, aire de responsabilité, les ressources et les archives. Et vous pouvez utiliser ensuite des sous-dossiers ou des étiquettes ou des tags pour organiser encore davantage l'information au sein de chaque catégorie, justement pour vous permettre de retrouver encore plus vite vos informations pour pouvoir prendre vos décisions et agir en fonction de tout ça. Ensuite, n'oubliez pas aussi tout ce qui va être aspect de gestion de projet. C'est-à-dire que quand vous allez créer un dossier ou un espace distinct pour vos projets en cours, vous allez inclure dedans du coup des documents, des notes, des listes de tâches ou tout autre en fait matériel pertinent. Donc si vous travaillez sur plusieurs logiciels, outils numériques en parallèle, surtout utilisez les mêmes structures partout avec les mêmes titres pour pouvoir vous y retrouver. C'est là où je vous conseille vraiment d'utiliser Notion, qui devient vraiment votre super cerveau et votre outil de centralisation générale qui peut vous envoyer ensuite, si vous avez une page de travail, vous ramener sur tous vos autres outils qui ont exactement la même structure. Vous pouvez également du coup organiser, en plus de vos projets, organiser vos aires de responsabilité. Donc vous pourrez avoir des espaces dédiés pour chaque aire de responsabilité, comme tout à l'heure j'ai cité la santé, mais ça peut être le développement personnel, le développement professionnel, vos finances personnelles, vos finances professionnelles, votre rubrique tout à l'heure, on en parlait de loisirs et de fun. Donc voilà, à vous de créer toutes vos aires de responsabilité et de stocker à nouveau vos documents et vos informations qui soutiennent vos responsabilités à l'année à cet endroit-là. Donc en fait, si vous avez compris, vous allez avoir vos 4 dossiers donc, qui vont être projet, aire de responsabilité, ressources, archives, et à l'intérieur, vous allez avoir vos sous-dossiers. Justement, tous vos projets dans projet, toutes vos aires de responsabilité dans le A de aire de responsabilité, etc., etc. D'accord ? Donc justement, les ressources. Donc du coup, dans votre dossier ressources, vous allez rassembler ici des ressources thématiques dans des bases de données dédiées. Et c'est grâce à ça, donc travaillez bien vos sous-dossiers parce que c'est comme ça que vous allez accéder très facilement à l'information et vous allez pouvoir les consulter très facilement. Et ensuite, le dernier dossier donc, qui sera vos archives. Donc pareil, soit c'est des dossiers que vous allez classer. Moi, souvent, ce que je faisais dans archives, en fait, j'avais un nouveau projet, aire de responsabilité, ressources. Et dedans, en fait, je transférais en fait mes dossiers. Et dedans, par contre, des fois, je mettais aussi où je renommais
mon dossier projet par exemple avec l'année. Donc à vous de voir, mais souvent c'est vrai que de glisser les dossiers c'est plutôt pas mal. Et du coup, ça vous permet, une fois que vos projets sont terminés, de les faire glisser au bon endroit ou votre zone de responsabilité. Et du coup, tous vos documents obsolètes sont ici, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas accessibles. C'est juste des documents ou des informations qui sont moins utilisées. Donc vraiment, rangez vos dossiers, ayez des sous-dossiers, étiquetez-les. J'y suis arrivée. Pour vraiment les récupérer facilement si c'est nécessaire pour les reglisser quand vous avez des projets à nouveau qui ont besoin de ces ressources archivées. Donc une chose surtout qui est très importante au quotidien, c'est d'avoir des moments de maintenance et de révision régulière, parce que vous vous doutez que si vous avez ce système de classement d'arborescence, ça nécessite vraiment de revoir régulièrement votre structure para pour vous assurer qu'elle reste à jour, qu'il y ait toujours vos derniers dossiers en cours, que les dossiers qui sont terminés soient archivés, pareil pour vos aires de responsabilité, que vous ayez vos éléments de suivi de santé, par exemple, si votre objectif, vous avez des objectifs de poids, normalement, dans ce dossier-là, à un moment, vous devez noter votre poids quelque part pour pouvoir le suivre et savoir où vous en êtes. Donc vraiment, créer, archiver au fur et à mesure. Si vous avez besoin de nouvelles catégories, vous les créez et vraiment prévoyez dans votre système d'organisation des temps de maintenance et de révision régulière de votre système para. Et normalement, si vous appliquez cette méthode vraiment dans un environnement numérique avec une même structure partout, vous allez non seulement améliorer votre efficacité dans la gestion de votre information, parce qu'en fait, ça sera organisé partout pareil, donc c'est très simple de retrouver. Mais du coup, vous allez vraiment réduire votre stress de paniquer à ne pas retrouver une info et vous allez augmenter votre productivité. Donc l'organisation numérique selon para, ça va vraiment aider à créer un espace de travail numérique clair où chaque information est à sa place, elle est facilement accessible et va vous permettre de prendre les bonnes décisions et d'agir au quotidien avec facilité. Mais à nouveau, j'en reviens, si vous avez plusieurs outils numériques, je vous conseille vraiment d'avoir un outil centralisateur comme Notion, ou de n'avoir que ça d'ailleurs, puisque Evernote, vous pouvez prendre vos notes dans Notion, tout peut être fait dans Notion aussi, mais il n'y a pas d'obligation non plus de couper tous ces outils. Mais vraiment, il y a un outil centralisateur peut-être qui fasse un méga super sommaire qui vous ramène ailleurs. Je vous rappelle que Notion peut être un outil gratuit si vous ne stockez pas d'informations. Si vous voulez plus d'informations, parce qu'on m'a reposé la question, vous avez dans les commentaires de la vidéo des informations sur notre programme OSE, justement pour apprendre à installer ce type de méthode dans Notion. Et vous avez plein de templates, donc soit une version en autonome, du coup à petit prix qu'on vient de sortir justement pour vous aider encore plus, et une version un peu plus VIP avec des classes virtuelles, des coachings en ligne par Zoom avec moi et mes équipes pour vous aider justement dans l'implantation de nouveaux systèmes quand vous êtes entrepreneur, pour vous aider dans votre gestion de projet, dans votre gestion d'atteindre des objectifs. Donc c'est vraiment pour ça. Ensuite, gestion du temps et des priorités. Du coup, la méthode para, donc on vient de voir comment on pouvait gérer son organisation numérique. On va voir maintenant tout ce qui est gestion du temps et des priorités. Donc la méthode para ne se limite pas à l'organisation de l'information, heureusement. Elle joue vraiment un rôle crucial dans la gestion du temps et des priorités. Elle va vous aider à optimiser certains aspects, comme l'identification de vos priorités. Donc, utiliser la catégorie des projets justement pour déterminer les tâches et les objectifs à court terme qui nécessitent vraiment une adaptation immédiate de votre part. Donc, vraiment, para vous aide à reconnaître les projets qui sont dynamiques, qui fonctionnent, qui sont encore en cours, et qui fait que vous pourrez facilement prioriser et déprioriser en fonction de l'évolution des projets, des échéances, des délais, de plein de choses. Vous allez pouvoir mieux équilibrer vos aires de responsabilité. Vous allez examiner du coup régulièrement toutes vos aires de responsabilité que vous devez travailler à l'année. Donc ça, pour ça, para peut être pas mal. Et ça va vraiment vous assurer que ces responsabilités sont vraiment en alignement avec vos objectifs à long terme et avec vos valeurs. Donc surtout, n'oubliez pas d'allouer du temps pour développer ces aires de responsabilité, pour les travailler,
et ne pas travailler uniquement sur vos projets. D'accord? Il faut vraiment avoir du temps et pour ses projets et pour ses responsabilités, ses aires de responsabilité. Para va vous aider aussi à utiliser les ressources pour gagner du temps, puisque comme elles seront triées entre les ressources utiles et les ressources archivées, et bah du coup c'est beaucoup plus simple pour retrouver des choses, elles sont beaucoup mieux rangées, puisqu'en plus elles sont organisées par dossier ou par responsabilité. Donc ça va vraiment vous éviter de perdre du temps à chercher vos informations, puisque vous les aurez préalablement classées et du coup elles seront accessibles. Donc ça va vraiment accélérer vos prises de décision et accélérer aussi la réalisation de vos tâches. Un autre point qui est vraiment super important, ça va vous aider dans la planification stratégique avec les archives. Pourquoi? Parce que quand vous allez peut-être préparer votre nouvelle année, vous pourrez aller consulter vos archives pour aller voir si vous voulez renouveler un projet qui a très bien fonctionné. Ça sera très facile d'aller récupérer votre archive pour la mettre à disposition du renouvellement de projet. C'est-à-dire que les archives vont vous servir à tirer des leçons des projets passés et du coup d'informer vos décisions futures, voire de renouveler une opération. Donc utilisez vos archives pour éviter la répétition des erreurs et capitaliser sur les succès précédents est super important. Donc vraiment ne lésinez pas sur justement la catégorisation de vos archives. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir pérenniser vos procédures et ce que vous faites. Et dernière chose, toujours liée à Para, c'est vraiment de prévoir à nouveau, je vous le répète, de réviser et d'ajuster régulièrement. Parce que réévaluer périodiquement, que ce soit la répartition des tâches dans vos projets, de réévaluer vos projets, de regarder vos zones de responsabilité, ça va vraiment vous aider à vous assurer qu'elles reflètent vos priorités actuelles. D'accord? En fonction du temps, en fonction de tout ce qui a peut-être été mélangé. Donc surtout, réévaluer en permanence. Et comme ça, en plus, cette méthode vous permet vraiment d'être prête à réorganiser vos éléments. Hop, vous avez quelque chose qui arrive, vous êtes très flexible et vous pouvez répondre tout de suite aux changements de priorité. Donc ça, c'est vraiment Para est très utile pour ça. Vous allez pouvoir, autre point, intégrer cette méthode dans vos outils de gestion du temps. Donc combiner Para avec des outils de gestion du temps comme votre agenda, votre calendrier papier, va vraiment vous aider à planifier de manière efficace. N'hésitez pas à utiliser bien évidemment les listes de tâches, mais aussi pourquoi pas des rappels et des notifications pour rester sur la bonne voie avec vos projets et vos responsabilités. Souvent ce qui peut marcher avec ça, c'est la technique de gestion d'agenda de bloc. Ça marche plutôt bien. Ça, on en parle justement dans Super Focus sur comment mettre en place la technique des blocs, comment travailler sa semaine idéale. Donc ça peut vous aider. Le programme Super Focus et Orga Boost à ça. C'est notre mini formation qui est vraiment à prix d'accès et qui peut vous aider sur ça. Il y a les liens si vous voulez en commentaire d'ailleurs. Et dernier point à propos donc de Para sur la gestion du temps et des priorités, c'est que ça va vous aider à avoir des limites très très claires. Vous allez avoir des limites puisque vous avez des catégories, donc ça va vous éviter des chevauchements, ça va vous éviter des surcharges de travail. Vous allez tout de suite reconnaître quand un projet est terminé qui doit être déplacé vers les archives ou quand vous devez créer une nouvelle responsabilité qui n'était pas là avant. Et peut-être faire des choix dans vos projets, de prioriser, de mettre des projets en stand-by, de mettre des responsabilités en stand-by. Donc ça va vous aider pour ça. Donc en gros, pour clôturer cette partie sur la méthode Para, vraiment intégrer cette méthode dans votre gestion du temps et des priorités va vraiment vous permettre de créer un vrai équilibre entre les tâches à court terme et vos engagements à long terme, c'est-à-dire vos responsabilités. Et du coup, vous allez vraiment vous assurer d'avoir les bonnes ressources, les bonnes informations utilisées de manière optimale pour atteindre ces objectifs de projet ou pour maintenir vos zones de responsabilité à l'année en fait. Donc vous allez avoir une meilleure productivité, moins de stress et sans doute une plus grande clarté dans ce que vous avez à faire
et dans vos prises de décision au quotidien. Je pense que j'ai fait le tour sur cette partie. Oui, j'ai fait le tour. Donc dernière partie très intéressante également, justement, les avantages de Para, on en a vu beaucoup, mais on va un peu revoir tout ça, mais aussi les limites sur vraiment ce qu'il faut faire attention. Donc déjà au niveau des avantages, donc comme je vous l'ai dit, ça va nettement améliorer votre productivité et votre efficacité, puisque vous allez avoir une structure claire pour organiser votre information, quel que soit l'outil. Vous allez peut-être avoir un Notion qui va tout centraliser, et cette structure, vous allez la retrouver partout. Pour gérer vos projets, pour gérer vos zones de responsabilité, pour archiver facilement. Donc ça va être vraiment très très bien pour réduire le temps perdu à chercher des documents ou des informations. Vous allez avoir une clarté mentale vraiment laser. Vraiment la séparation des informations en catégories distinctes qui va vous aider à clarifier vos pensées, à vous concentrer sur les tâches en cours, sur vos zones de responsabilité, va vraiment réduire le stress parce que vous saurez toujours ce que vous avez à faire au moment où vous avez à le faire. Donc beaucoup moins d'anxiété aussi liée à la surcharge d'informations, puisque vous n'aurez que les bonnes informations qui vous seront utiles au bon moment à dispo. Vous allez être beaucoup plus flexible et adaptable, puisque ça va s'adapter normalement à tous les environnements et styles de travail, au perso, au pro, donc vraiment utile dans de nombreux contextes différents. Ensuite, au niveau facilité d'accès et de récupération des informations, c'est vraiment un système qui va vous aider, puisque tout votre stockage va être catégorisé, rangé, soit en cours, soit archivé, et puis aux bons endroits. Donc ça va être particulièrement utile pour aller éventuellement rechercher des informations quand vous voulez renouveler des projets. Donc vraiment, gérer votre information, c'est vraiment un facteur critique dans vos prises de décision. Donc c'est ultra important de l'entretenir et de bien catégoriser. Et dernier point au niveau des avantages, c'est vraiment l'amélioration de votre prise de décision. En organisant vraiment les informations de manière logique, en organisant vos projets, en organisant vos zones de responsabilité, Para va vraiment vous aider à prendre les bonnes décisions, des décisions qui vont être éclairées, qui vont être plus rapides. Tout ça parce que vous avez les bonnes informations qui vont être structurées aussi, qui vont être facilement accessibles et qui vont être disponibles au moment où vous en avez besoin, ce qui est souvent rare quand on est entrepreneur, d'avoir l'info disponible au moment où on en a besoin. Souvent on la cherche, on ne la trouve pas. Soit on l'a lu il y a 2 mois, soit on la lira dans 2 mois quand on n'en aura plus besoin. Donc ça, c'est vraiment appréciable justement pour prendre les bonnes décisions. Et on passe quand même à un point ultra important, les limites quand même qu'il y a à cette méthode. Donc une première limite, moi, que je trouve, c'est la complexité initiale, notamment pour les nouveaux utilisateurs ou des personnes qui qui voudraient démarrer avec Para. La mise en place initiale de la méthode peut vraiment sembler complexe et décourageante parce que si on n'est pas habitué déjà à avoir des choses un peu catégorisées, ça nous oblige à créer toute l'arborescence, peut-être nos systèmes de tags, nos systèmes d'étiquettes, nos systèmes d'archivage, c'est quoi le nom de nos projets, les sous-catégories de nos projets par rapport à nos procédures. Vraiment, ça va vous demander un gros effort quand même à mettre en place. Ensuite, ça va aussi nécessiter, on l'oublie souvent, de faire des ajustements personnalisés. Donc oui, Para, c'est une solution universelle, mais quand même, ça nécessite des ajustements pour s'adapter à vos besoins spécifiques. On est tous différents, comme je vous le disais, et ça, pour le coup, ça peut prendre du temps et ça peut demander des efforts. Puisque un étudiant, un salarié, un entrepreneur ou une maman au foyer qui est bénévole dans plein d'associations, forcément, oui, Para, c'est générique, c'est universel, mais ça va demander un effort à être adapté. Donc ne négligez pas cet aspect parce que ça prend du temps et ça demande des efforts. Donc forcément, il faut rester motivé, savoir pourquoi on veut le faire. Ensuite, le risque aussi qu'il peut y avoir, c'est un risque de surorganisation. Il y a vraiment un risque aussi de passer trop de temps à essayer d'organiser, de reclasser les informations
ce qui peut vraiment vite devenir contre-productif si cela ne prend pas le pas sur l'action réelle. Si vous êtes comme moi ça fait 15 ans que je suis entrepreneur. Sur Dropbox, j'ai déjà des tonnes et des tonnes de choses qui sont déjà plus ou moins organisées, pas forcément effectivement à l'apparat avec projet, zone de responsabilité et archives. Mais mes dossiers sont déjà clairs. Si demain je devais passer sur Para, je ne vais pas m'amuser à aller ranger mes 3 millions de dossiers depuis 15 ans selon la méthode Para. C'est-à-dire que globalement, oui, je vais peut-être créer Para avec mes projets, mes aires de responsabilité, mes ressources et mes archives. Mais du coup, peut-être que l'intégralité de ma Dropbox, 80% va passer en archives. Et le 20% qui va me rester, je vais aller les ranger dans projet, aires de responsabilité, ressources, pour que ça soit efficace. Donc non, ne commencez pas par tout vouloir ranger selon la méthode Para, surtout si vous avez des tonnes de choses à ranger. À un moment, c'est se dire, ok, tout ça, ça passe en archive, on verra plus tard. Mais au moins, je range ce dont j'ai besoin là, maintenant, tout de suite, parce que j'ai besoin de passer à l'action. Donc attention à ce risque de surorganisation. Un des autres risques, c'est vraiment de dépendre des outils numériques. Si vous n'aimez pas ça, malheureusement, c'est un risque parce que Para fonctionne beaucoup mieux avec des outils numériques. Et du coup, on peut être dépendant de ces outils. Mais aujourd'hui, c'est quand même compliqué de ne pas travailler avec un ordinateur, un téléphone, de ne pas travailler avec Notion, avec un Dropbox ou un Google Drive, parce que l'avantage, c'est qu'ils ont des sauvegardes. Oui, vous pouvez faire votre système de gestion de dossiers sur votre disque dur, sauf que demain, malheureusement, si votre disque dur a un bug, disparaît, vous perdez absolument tout. Un Dropbox, un Google Drive, c'est en ligne, ils ont des sauvegardes. Donc ça, c'est... il faut regarder, il faut peser le pour et le contre. Donc oui, c'est un inconvénient en cas de panne technologique. Mais aujourd'hui, travailler Para sur un cahier, c'est compliqué. Vous pouvez par contre le prendre en complément si vous avez toujours cette même structure pour toujours pouvoir faire des ponts très facilement dans vos projets, dans vos aires de responsabilité. J'en reviens sur la santé. Vous pouvez très bien gérer vos aires de responsabilité, les données par exemple. Tout à l'heure, je prenais l'exemple du poids. Vous pouvez très bien avoir une page dans un cahier suivie de mon poids. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir numérique, mais surtout catégoriser de la même manière partout. Et puis le dernier point, c'est le manque de flexibilité dans certaines situations. Bien que Para, comme je vous l'ai dit, soit flexible, il peut y avoir des situations qui vous sont propres, qui vous sont personnelles, où la structure à 4 catégories ne correspond pas parfaitement aux besoins que vous avez ou à vos préférences. Donc oui, vous pouvez adapter, passez pas tout d'un coup de 4 catégories à 300. Essayez plutôt de privilégier des sous-dossiers que des nouveaux dossiers, parce que mine de rien, projet, aire de responsabilité, ressources, archives, ça marche très très bien. Moi, je vous conseille d'être flexible et adaptable sur les sous-dossiers et moins sur les 4 catégories. Mais voilà, donc en gros, Para, comme vous l'avez compris, offre quand même de nombreux avantages, que ça soit en termes de productivité, de clarté, d'efficacité. Mais il y a certaines limites, notamment pour l'adapter à soi, pour personnaliser tout ça, parce que si vous démarrez vraiment de zéro, ça demande beaucoup d'efforts. Si vous êtes déjà habitué, ça demandera quand même de réorganiser, peut-être un peu moins d'efforts, mais en tous les cas, c'est pas quelque chose où vous appuyez sur un bouton et hop, ça arrive comme ça, tout cuit. Ça demande, de travailler, ça demande du temps et des efforts à être installé comme toute méthode d'organisation. Donc je pense que j'ai fait le tour pour les avantages et les inconvénients. Donc en gros, en conclusion, vraiment, la méthode Para, avec ses 4 catégories distinctes, donc projet, aire de responsabilité, ressources, archives, vous offre vraiment un cadre structuré pour organiser l'information, vos tâches et pour prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est vraiment l'information au service de votre prise de décision. C'est une méthode vraiment qui va se distinguer par sa capacité à améliorer la productivité, à clarifier les priorités, à faciliter l'accès à l'information, à archiver de manière vraiment à simplifier votre système. Donc vraiment en intégrant cette méthode aujourd'hui dans un environnement numérique et en l'appliquant aujourd'hui à la gestion de votre temps, à votre gestion des priorités, vous pouvez vraiment atteindre un niveau d'efficacité et de clarté mentale significatif. Mais comme je vous le disais, Para a vraiment des limites qui nécessitent vraiment
une vraie personnalisation, un vrai travail dans l'arborescence que vous voulez, pour vraiment s'adapter à vos besoins. Donc c'est vrai qu'au début, si vous avez peu de responsabilités, peu de projets, ça peut être un très très bon moment pour l'installer. Si vous allez commencer à avoir beaucoup de projets, que vous êtes un entrepreneur chevronné qui, je sais pas, qui a son entreprise depuis 5-6 ans, vous avez sans doute beaucoup de zones de responsabilité, vous avez une famille, vous avez la logistique familiale, de couple, vous avez encore plus de zones de responsabilité, donc ça vous demandera plus de temps à mettre en place, plus de temps, plus de modifications, plus de plein de choses. Donc attention, quand vous allez les mettre en place, allez-y petit à petit. Hein. Le but, c'est pas de construire une usine à gaz. Euh, donc vraiment personnaliser, mais petit à petit, pour vraiment que ça vienne s'adapter à vos besoins et que justement, c'est pas à vous de vous adapter à un système complexe. Simplifiez pour vous. Et je voudrais surtout finir par un point ultra important, vraiment de vous rappeler que l'objectif vraiment, comme toute méthode d'organisation d'ailleurs, c'est vraiment pas de se compliquer la vie, mais c'est de se la simplifier. Donc l'efficacité d'une telle méthode réside vraiment dans sa capacité de s'adapter à notre propre fonctionnement. Donc vraiment, trouver comment l'adapter à vous, d'accord, à vos besoins, à votre style de travail qui sans doute est unique, à vos méthodes d'organisation. Le système est flexible, mais vraiment adaptez-le. Donc si vous adoptez Para d'ailleurs ou toute méthode, ça doit vraiment pas être une source de stress supplémentaire. Ça doit être un outil qui vous aide à réduire le stress en vous apportant la clarté et vraiment de l'ordre dans votre vie quotidienne. Vous ne devez pas non plus vous sentir dans une prison. Le but d'un système, justement, c'est de pouvoir prévoir un maximum de choses pour pouvoir les déplacer. Donc quand on a un système d'organisation, on n'est pas rigide, au contraire, on n'est pas, vous savez, le fameux symbole là. Le but, c'est justement d'avoir des blocs et de pouvoir les déplacer, de prioriser, de déprioriser. Donc c'est en ça que être organisé est intéressant. C'est justement pour pouvoir tout changer quand on le veut. Et puis si Para ou une autre méthode d'ailleurs vous semble trop complexe ou trop contraignante, c'est vraiment essentiel de l'ajuster pour qu'elle devienne en fait un vrai soutien efficace plutôt qu'un fardeau. Donc n'hésitez pas à simplifier ou à prendre seulement certains points qui vous semblent intéressants. Vous avez le droit aussi de faire plein de mélanges de méthodes. Dans Super Focus, on en fait plein. On vous explique justement comment choisir vos méthodes et comment bien les adapter. Donc vraiment, en fin de compte, si on en revient à Para ou une méthode en général, c'est vraiment que le succès d'une méthode d'organisation dépend vraiment de sa capacité à se fondre harmonieusement dans votre routine quotidienne, justement pour mieux vous aider à être productif, à être moins submergé, à avoir la clarté et à agir au quotidien pour atteindre vos objectifs. Donc c'est vraiment crucial d'expérimenter, d'ajuster et de personnaliser la méthode Para ou toute autre méthode que vous avez ou d'incruster Para dans une méthode que vous avez pour vraiment qu'elle réponde à vos besoins spécifiques et qu'elle vous aide à atteindre vos objectifs avec simplicité, avec efficacité, qu'elle vous aide à maintenir vraiment à être régulier sur vos zones de responsabilité et à prendre les bonnes décisions. Donc voilà, écoutez, j'espère que c'est clair, j'espère que cette vidéo vous a plu en détaillant un petit peu Para, ses avantages, ses inconvénients, en quoi ça consiste. Et puis je vous parle, comme je vous disais, de Ose, de Super Focus, si ça vous intéresse en commentaire. Et puis pareil, si vous avez des questions ou des remarques ou toute autre chose, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, à très bientôt, très bonne journée.